club de la presse européen. On va parler ce matin de ce rapport du Secours catholique, rapport alarmant, vous allez l'entendre, on vous en a donné quelques détails, notamment dans le journal de 8 heures, c'est-à-dire qu'un bénéficiaire sur deux, 1 million de bénéficiaires quand même au Secours catholique, eh bien 1 sur 2 vit aujourd'hui avec moins de 5 euros par jour, 548 euros de revenus en moyenne, c'est même pas la moyenne on est 2 fois sous le seuil de pauvreté pour vous donner une idée de la situation. Ça se creuse, c'est un signe inquiétant de la paupérisation de la société française. On en a d'autres éléments, on vous en parle dans un instant, mais aussi commençons par cette autre affaire avec cette question, est-ce que c'est l'épilogue du feuilleton? Hassan Iqiyoussen, le prédicateur islamiste exilé cet été en Belgique, a été placé hier en centre fermé là-bas en vue de son éloignement du territoire belge. Alors il a 10 jours pour faire appel, ayant perdu son droit de séjour en France, il devrait retourner au Maroc sans passer par la case parisienne. En attendant confirmation, on lira son surprenant entretien avec le journal Le Parisien. C'était mardi. L'imam admet avoir dit des choses condamnables, mais jure aujourd'hui pratiquer un islam citoyen. Est-ce qu'il faut le croire sur parole? Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour à vous. David Revaud-Dallon est avec nous aussi. Bonjour Dimitri. Bonjour David, chef du service politique au journal du dimanche. Amusons-nous peut-être à la lecture de cet entretien d'Hassan Iqiyoussen à l'avant-après. C'est l'exercice auquel s'est prêté le magazine Marianne, confrontant des déclarations d'Hassan Iqiyoussen datant d'il y a quelques mois, quelques années, à ce qu'il dit dans le journal Le Parisien. Vous l'écoutez aujourd'hui, c'est lui qui fait les courses et il porte le sac de sa femme. D'ailleurs, elle travaille, sa femme, et c'est lui qui fait à manger. Et en fait, on découvre que précédemment, il disait tout à fait le contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une conversion républicaine, pensez-vous, David? Je crois que c'est surtout une conversion forcée, ultra rapide et bien sûr forcée par les événements. Alors moi, j'avais pas lu l'avant, j'avais vu l'après. Et quand vous lisez cette interview du Parisien hier, vous pouvez quand même nourrir certains doutes sur la sincérité et la véracité de ses propos et de ses positions. Ça ressemble effectivement très fort à de la taquilla classique. On sait que cet imam, il est proche des frères musulmans. Donc taquilla, technique de dissimulation. Voilà, classique de l'islamisme, notamment des frères musulmans, qui, on le sait, sont un petit peu les trotskistes de l'islam, puisqu'ils sont dans la pénétration des institutions, des administrations et des différents réseaux de la société. Alors il se défend d'ailleurs, il dit « Je ne suis pas islamiste. Je suis un prédicateur paisible finalement, et d'ailleurs je combats l'entrisme des frères musulmans dans la société occidentale. Aucun projet pour lui. Oui, là encore, il dit allez chercher dans mes propos. Ça fait 40 ans que je fais des prêches. Vous pourrez aller chercher dans mes propos ce qui pêche, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce vocable. Enfin, effectivement, le travail qu'a fait Marianne montre que sur les Juifs, sur les attentats, sur la question de la République et du rapport aux institutions républicaine, on est quand même un peu moins démocrate et républicain que ce qu'il annonce dans le journal Le Parisien. Je vais vous donner un exemple quand même, que les auditeurs d'Europe 1 se rendent compte quand même. Il disait en 2012 dans un prêche à la mosquée à Boudard de Dunkerque, ça c'est public, vous trouvez ça facilement, ces pseudo-attentats, en parlant, alors là il parlait des attentats je pense de Mohamed Merah, ces pseudo-attentats ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans pour qu'ils aient peur de l'islam et des musulmans. Mais la guerre ça se fait à deux, il faut maintenant mettre dans le cœur des musulmans la haine et la peur des non-musulmans. Ça se passe de commentaires. Et mardi, il dit dans Le Parisien, mais ma position sur les attentats, elle a toujours été très claire. J'ai condamné des centaines de fois, et pas avec le dos de la cuillère, le fait de tuer des innocents. Alors, cette affaire Hassan Iqiyoussen, par-delà ses déclarations, la confrontation des propos quand même est assez éloquente. Charlotte Dornelas, qu'est-ce que vous en retenez? C'est vrai qu'on en a dit que c'était un épisode très humiliant pour Gérald Darmanin. On avait beaucoup feuilletonné là-dessus cet été autour de cette affaire. C'est déjà au-delà, je souscris absolument à la technique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans son cœur ni dans son intelligence, donc je ne sais pas s'il a véritablement changé. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tabler sur un changement aujourd'hui. Ça n'est pas de notre ressort. C'est la fameuse question sur les repentis, même qui sont passés à l'acte. C'est faut-il les croire ou pas? On a vu plusieurs fois dans notre histoire récente qu'il valait mieux, dans le doute, ne pas les croire pour la sécurité du reste du pays. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même aurait-il changé, il a lui-même à 18 ans refusé la nationalité française et la France aujourd'hui ne veut plus de lui. Donc à la limite, on se fiche qu'il ait changé ou pas. Ça n'est plus la question administrative, si j'ose dire,
aujourd'hui, puisque faire ses courses et préparer le dîner à sa femme ne fait pas de lui un Français destiné à vivre en France. Enfin, c'est un peu plus sur la compliqué déchéance que de ça. nationalité, il a un passage là-dessus dans l'interview, dont on peut aussi douter de la véracité. Il explique que c'est son père qui l'a plus ou moins obligé entre 16 et 18 ans à adopter ce processus de déchéance, et que depuis il a couru après la nationalité française, donc ça fait quand même un certain nombre de décennies, et qu'il ne l'a jamais obtenu. Mais on peut aussi douter évidemment de la véracité. Puis on peut en douter, puis surtout leur argumentaire est toujours le même, c'est-à-dire que tout est une affaire de choix, sauf quand ils ont fait un mauvais choix. Alors là, c'était plus leur choix, en fait, on les avait obligés à le faire. Bon, c'est un peu pénible et ça ne relève pas de nous. Et après, ce qu'on en retient, c'est que en effet, si la Belgique aujourd'hui réussit à expulser vers le Maroc cet imam, on verra ce que répond le Maroc lui-même. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est un feuilleton très long pour une décision qui avait mobilisé, on va dire, tout le ministère de l'Intérieur. Et ça laisse un peu pantois sur même l'impuissance, on va dire, du ministère en question. Est-ce qu'on peut se satisfaire finalement de ce dénouement? Parce qu'on se rappelle de Gérald Darmanin disant, mais écoutez, certes, il a peut-être échappé à la vigilance des policiers français chargés de le surveiller, mais il n'est plus en France. Le problème est réglé. Bah oui, non, mais surtout, il avait échappé en effet à la surveillance des renseignements qui à l'époque étaient les seuls à pouvoir le faire, puisque le juge judiciaire n'était pas habilité en cas de recours à demander une surveillance, mais surtout le dossier préparé par le ministère de l'Intérieur avec mobilisation du ministre n'avait pas tenu devant le tribunal administratif. C'est ça le plus dingue, et on découvre dans toute cette histoire toute l'histoire en fait des OQTF et de tous les acteurs, des gens qui travaillent sur l'éloignement des étrangers indésirés en France, et qui disent c'est devenu impossible. Donc même un imam symbolique ciblé par le ministre de l'Intérieur, c'est compliqué. Donc évidemment, Gérald Darmanin a beau jeu derrière de dire, moi, mon seul métier, c'était qu'il ne soit plus en France. Il n'est plus en France, il est désormais en Belgique et demain, peut-être au Maroc. Il n'empêche que c'est pas grâce au droit français ni à la mobilisation du ministre de l'Intérieur que ça aurait été fait, et c'est peut-être le plus grave. Il y a quand même une interrogation justement sur le Maroc. Souvenez-vous, le laissez-passer consulaire de mémoire avait initialement été accordé par le Maroc, puis refusé au bout d'un mois, ce qui avait créé un pataquès diplomatique. Enfin, il avait expiré naturellement au bout d'un mois. Expiré naturellement. Mais il aurait pu être reconduit par le Maroc, ce que le Maroc n'avait pas choisi de faire. Donc, ce qui est effectivement un cas emblématique sur la gestion des OQTF. Je précise, il y avait une préoccupation de politique intérieure pour les Marocains en disant, on n'est pas, rappelez-vous, la poubelle de la France. Évidemment. Et ce qui, effectivement, renvoie à la gestion globale des OQTF, puisque les laissez-passer consulaires sont une des raisons pour lesquelles celles-ci ne sont que très peu appliquées. Mais il y a quand même une incertitude. Que va faire le Maroc par rapport à cette expulsion décidée par la Belgique? On n'est pas du tout certain aujourd'hui qu'elle soit accordée, que ce laissez-passer consulaire soit accordé. Et s'il l'était, effectivement, ça renverrait aussi un deux poids deux mesures diplomatiques. Le Maroc et la France d'une part, le Maroc et la Belgique de l'autre, et on verrait que c'est absolument pas le même traitement. Voilà, donc pour les détails, je vous recommande donc la lecture croisée du journal L'Entretien du Parisien, et ainsi que la lecture de Marianne. Autre sujet, c'est le Secours catholique qui publie ce matin son rapport annuel avec des chiffres inquiétants. Je vous le disais, sur le presque million de personnes qu'aide l'association, vous en avez près d'une sur deux qui ne gagnent pas assez d'argent pour se nourrir au quotidien. Voilà ce qu'écrit le Secours catholique. Le revenu médian des personnes aidées, c'est 548 €. Je rappelle qu'en France, le seuil de pauvreté, c'est 1102 €. Et on voit que là, on est à l'extrême, si vous voulez. Mais globalement, on voit que... Et ce qui se passe autour de la ristourne carburant nous le montre vraiment, l'inquiétude que ça génère. C'est les conséquences de l'inflation en France. Est-ce qu'on peut dire, comme je crois, c'était Fabien Roussel il y a quelques jours, la cocotte sociale est en train de bouillir en France, David Revaud-Dallon? Oui, la cocotte sociale, bien sûr, est en train de bouillir, mais ce qui est plus inquiétant pour le gouvernement, c'est qu'elle ne bout pas dans les formes ou dans les casseroles habituelles. Regardez, les 2 ou 3 dernières mobilisations politiques et sociales, j'en veux pour preuve la marche de Jean-Luc Mélenchon contre la vie chère, mais aussi la journée de manifestation jeudi dernier de la CGT, et de plusieurs syndicats, mais principalement la CGT, n'ont pas vraiment fait recette. Ça a même été un échec pour la journée de Mélenchon, et pas franchement une réussite pour les syndicats. Donc ça veut dire que on voit que l'encadrement traditionnel du mécontentement social, du mécontentement populaire par rapport au pouvoir d'achat, effectivement, mais ça c'est une tendance qu'on constate depuis plusieurs années, ne marche pas. Mais le problème, c'est que l'éruption, elle peut se faire ailleurs de façon totalement incontrôlée. On se souvient bien sûr du mouvement des Gilets jaunes que absolument personne n'avait vu venir, et c'est bien sûr ça que redoute le gouvernement. Juste un petit mot par rapport aux chiffres de l'extrême pauvreté. On voit que le gouvernement a dépensé depuis l'été près de 80
80 milliards pour en divers boucliers tarifaires, inflation, pouvoir d'achat, salaire, énergie bien sûr, gaz, essence, oui. Et il y en électricité. aura 46 milliards l'année prochaine. 46 milliards l'année prochaine, donc l'addition commence à être très lourde, mais on voit que ça concerne d'abord les classes populaires, les classes moyennes, mais qu'il y a un angle mort dans cette politique, c'est celui que vous venez de citer, c'est les ménages qui sont de plus en plus touchés par l'extrême précarité et l'extrême pauvreté. Oui. Et ceux-là, on voit bien qu'ils sont même plus concernés, si vous voulez, par les ristournes à la pompe ou par le bouclier tarifaire énergie. Ils sont très au-delà ou plutôt très en deçà de ces mesures. Alors, où est la soupape sociale? C'est la question qui se pose, Charlotte Dornelas. En tout cas, on voit effectivement la gauche courir un petit peu après. Je cite toujours Fabien Roussel qui disait ça doit passer par la rue tout ça maintenant. Les revendications sociales doivent passer par la rue. C'est un peu un thème qui monte à gauche en ce moment, ça. C'est un thème que, en tout cas, la gauche essaye de faire monter. Je sais pas si ça monte à gauche, mais c'est sûr qu'ils essayent de se jeter dessus. Et d'ailleurs, le seul mouvement social, c'est-à-dire la soupape identifiée nouvelle au moment des Gilets jaunes, a été massacrée par la gauche. C'est-à-dire que moi, je comprends que les gens soient découragés, on va dire, de même d'essayer de se faire entendre quand on voit la manière dont ce mouvement a été à la fois récupéré, on va dire, par Jean-Luc Mélenchon, ce qui était son droit initialement, mais surtout sali par la part antifa, on va dire, des manifestants parisiens qui pèsent encore aujourd'hui. Il faut voir dans le débat public, quand on cite les Gilets jaunes, c'est quasiment devenu un synonyme des Black Blocs, quoi. Donc dans la tête dans la bouche de certaines personnes, c'est l'illustration de la violence dans ce pays depuis 4 ans. C'est une énorme blague, ça me fait bondir à chaque fois. Alors c'était quoi les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, initialement, c'était précisément ces gens, notamment cette classe moyenne qui était en train de se paupériser, qui paniquait de travailler de travailler normalement et de ne plus pouvoir vivre correctement et nourrir ses enfants. Sur les ronds-points, initialement, c'était cette France-là, c'est-à-dire la France que l'on n'entend jamais, pour le coup, la majorité silencieuse pour laquelle il n'y a ni hashtag ni star, quoi. Pardon, sur l'exploitation politique par Mélenchon et par la gauche, on voit que ça avait quand même pas très bien fonctionné. Que les mais ça a tué le mouvement, en revanche. Ils avaient absolument refusé toute exploitation politique. On avait vu que, d'ailleurs, pas seulement par Mélenchon, on avait vu aussi que d'autres politiques, notamment au Rassemblement National, avaient un petit peu essayé de capter le mouvement, que ça n'avait pas marché. Ça fait des années qu'on nous annonce des automnes sociaux, des révoltes populaires du côté de la gauche, et chaque année, on voit que le mouvement se rétrécit comme peau de chagrin, et que finalement, de révolte populaire, il n'y a point. Merci à tous les deux. David Revaud-Dallon du journal du dimanche, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. À la une de Valeurs cette semaine? C'est le bateau Ocean Viking qu'il retourne en Afrique, voilà. Que ce bateau retourne en Afrique. D'histoire qu'il n'y ait pas de confusion dans les termes. Non, là, c'est une photo du bateau, donc j'imagine qu'il n'y a aucune confusion. Merci à vous, Charlotte.